T'es une personnalité intéressante Bah écoute, et j'ai on la va chance de voir. te recevoir pour la deuxième fois. Ouais, Peut-être que je fais, en fait, le podcast, il a commencé depuis quelques minutes. ouais, On va se ouais. dire que ça a commencé depuis quelques minutes. Mathéo, bonjour. Bah bonjour Nassim. Re-bienvenue sur Là on discute. Bah merci. On va pouvoir avoir à nouveau notre conversation, peut-être approfondir un peu plus certains concepts. Ouais, parce que si jamais vous vous demandez pourquoi Mathéo est là et c'est la deuxième fois qu'il est là, parce qu'on a eu des petits problèmes techniques sur le premier épisode, mais c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté de revenir, hein. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de Bah, te revoir. écoute, à chaque fois tu es très sympa avec moi. La dernière fois tu t'es occupé royalement de moi, donc c'est cool. Je sais que quoi qu'il arrive, ça va être sympa. On passe toujours un bon moment. Ouais, On passe toujours un bon moment. Donc Mathéo, moi je t'ai découvert sur les réseaux sociaux il y a un petit moment maintenant. Parce qu'il ouais, y a 4 mois quand on s'est vu la première fois, ça faisait déjà quelques mois que j'avais vu ton contenu. ouais. Alors j'ai commencé il y a peut-être 1 an et demi, on va dire. Initialement j'ai commencé sur les réseaux avec des vidéos verticales. Hmm. Donc je faisais des vidéos qui traitaient de plein de thèmes très larges, mais principalement axés sur la santé, le bien-être, le mental. Exactement sur ça Ouais, que je suis tombé. ouais. Et après j'ai enchaîné parce que mon but c'était de faire des longs formats, Hmm. parce que j'aime bien aller plus loin dans les sujets, faire des choses un peu plus poussées. Et du coup j'ai commencé avec des documentaires. Et initialement j'étais pas très bon justement en montage, en construction des documentaires, mais j'ai progressé. J'en ai fait un sur la nourriture, qui je pense est la raison de ma présence. Exactement, Ouais, absolument. Mais c'est bien du coup que t'es basculé sur le long format. Enfin, c'est pas, je dis pas que c'est bien, mais ouais, ça s'est diversifié. ouais. Et depuis la première fois qu'on s'est vu, ça a bien évolué. Donc ça, c'est top aussi. J'ai beaucoup de chance parce que rien n'était certain et il s'avère que la vidéo a cartonné. Donc plus de 600 000 vues. Je Hmm. parle de mon histoire et mon rapport à la nutrition et aussi de ce que dit la littérature scientifique sur le sujet. Et donc je suis super content parce que ça me permet aussi de faire d'autres documentaires. J'en ai sorti un là dernièrement sur la santé mentale. Ouais, on en discutait juste avant. Donc je parle de sommeil, de méditation, je parle de tout ce que dit la littérature scientifique sur les sujets liés autour de la santé Mhm. mentale. J'essaie d'en faire une synthèse et je raconte mon histoire en parallèle pour ceux qui sont pas au courant et qui comprennent le pourquoi de ma démarche. Bien sûr. Et du coup, ton histoire, ton rapport avec la nourriture. Parce que c'était un peu ça le premier point d'accroche de notre première discussion, qui était de toute façon passionnant. Ton histoire avec la nourriture, j'ai failli la qualifier de particulière, mais Ah, c'est ça. c'est ça, elle est particulière. Ouais, elle est très spéciale. Tu veux que je raconte un peu ce qui Ouais, s'est ouais, ouais, passé? complètement. C'est-à-dire que depuis petit, il m'est arrivé parfois d'avoir des phases où j'avais de l'eczéma qui se propageait sur mon corps. Mais depuis petit, c'était toujours léger. Donc c'était sur les tibias, Ouais, les jambes, ou ouais. peut-être un peu parfois sur les coudes. Hmm. Et puis il s'est avéré qu'autour de mes 20 ans, euh, j'ai commencé à en développer très fortement. Ça a commencé sur le mollet et ça a fini par se propager lentement, mais sûrement malheureusement sur tout le reste de mon corps. Donc j'en avais sur les avant-bras, j'en avais sur les mollets, sur les cuisses, puis ça se développait finalement sur les épaules, le dos, le torse, partout. Ouais. Donc je mets des images pour ceux qui sont intéressés et qui veulent voir à quoi ça ressemble. C'est pas très beau à voir, mais ça permet de se rendre compte C'est de la nécessaire, réalité. bien sûr. Parce que on parle de plaques oranges purulentes. Vraiment, c'était pas facile, sachant que ces plaques démangent. Hmm. Et ça démange à rendre fou. Ouais, donc c'est difficile de s'empêcher de les toucher, en fait. C'est voire C'est même très impossible. difficile. Je sais pas, je pense qu'au niveau de la démangeaison, on est sur une piqûre de moustique x 10 peut-être. Hmm. Et pour le sommeil, c'est compliqué. Pour la santé mentale, quand tu as des douleurs chroniques ou des démangeaisons chroniques, c'est pas facile. Donc ça impacte tes relations, ça impacte ton travail, et puis tout simplement l'énergie que tu as. Et du coup, ça crée un cercle vicieux. Et du coup, j'ai tout fait pour sortir de ce cercle vicieux. Et quand tu dis tout fait, au début, ça a été des traitements un peu classiques. Ouais, Donc des crèmes à cortisone et tout. c'est ça. Bah, tu connais peut-être un peu, mais c'est des traitements que m'ont recommandé les médecins. Il faut savoir qu'au début, j'avais pas la prétention d'avoir la solution. Bien Donc, sûr. je suis allé voir des médecins comme tout le monde, dermato, généralistes. Hmm. Je suis même allé voir des chirurgiens. Et donc, il s'avère que tous m'ont prescrit uniquement des crèmes à la cortisone. Et puis quelques conseils à me dire que c'était psychosomatique, que c'était dû au stress, à l'anxiété, au fait que la relation avec ma copine de l'époque était peut-être pas saine, ou certains faisaient des liaisons avec des relations parentales.
Enfin bref, il y en avait qui m'aient bien du coup brodé sur le sujet. Donc je me suis beaucoup remis en question, je me suis demandé ce qui déconnait avec moi. Personne n'a proposé ou conseillé des traitements alternatifs. Il n'y a pas une seule personne qui a parlé de bouffe. Ah ouais. Il y a pas, enfin, et j'en parle dans le documentaire, j'ai interviewé des médecins, des copains à moi qui sont en études de médecine. Ouais. La nutrition représente une toute petite proportion des études en médecine, c'est un tout petit livre. Lors de leurs examens, ils ont un QCM et il y a peut-être 2-3 questions sur le sujet, donc la plupart ne révisent même pas parce que s'ils veulent une bonne note, ils ont plutôt intérêt à réviser la cardiologie du sujet. Donc en fait, les médecins, du coup, je pense que c'est une des raisons qui explique pourquoi pas un seul ne m'a dit peut-être que c'est lié à ton alimentation. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges des produits transformés? Est-ce que tu manges sainement ou pas sainement? Donc c'est surtout leur formation qui fait que le manque de connaissances ne leur a même pas fait réaliser que ça pourrait être ça. J'ai un grand respect pour les médecins. Bien sûr, oui. Ma copine actuelle est médecin, médecin psychiatre, et il s'avère que ils ont des connaissances qui sont extrêmement utiles. C'est indéniable. C'est formidable, mais par contre, en ce qui concerne la nutrition, ça représente un facteur majeur dans la santé de chacun, en particulier dans notre époque actuelle où les maladies chroniques ne font qu'augmenter. Et c'est pas normal que pas un seul médecin n'ait pensé, je sens que j'en ai vu quasiment une dizaine, n'ait pensé à me parler de bouffe. Ah ouais, une dizaine. Ouais, bah en fait, tu sais, ça s'écoule sur des périodes bien sûr. d'un an et demi. Donc t'enchaînes les médecins. Hein. Donc bon, alors une dizaine. J'ai vu plusieurs spécialistes. Je suis allé voir aussi des allergologues à la fin, mais j'avais aucune allergie. Ouais. Bref, et pour résumer l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par tenter de trouver des solutions par moi-même. Parce que les traitements fonctionnaient au final. Les traitements à la cortisone, en fait, ce qui est bien, c'est que ça va cacher tes symptômes. Ouais. Donc c'est-à-dire que ça fait disparaître les plaques. À condition que tes symptômes soient petits. Tu vois, là, j'ai plus rien sur les bras, mais à condition que t'aies des symptômes légers, tu vas mettre la crème, ça va cacher. Ouais. Mais ça va pas empêcher la maladie de se propager. Donc moi, ça cachait un peu là, mais après, ça se propageait, sur le reste du corps. Ce qui était très frustrant, sachant qu'au final, comme ça ne soigne pas la racine du problème, ça ne fait que cacher les symptômes. Au final, je mettais de la crème, mais le problème se propageait jusqu'à ce que ça devienne incontrôlable. C'est pour ça qu'on voit des photos de mon avant-bras gauche avec des plaques purulentes. J'avais beau mettre de la crème, il y a un moment donné. Ouais. Si tu continues à ne pas soigner la racine du problème, le problème grandit et peu importe le nombre de crèmes à la cortisone que tu mets, ça résoudra pas le problème. Ça résout rien. Donc pour conclure le sujet, j'ai essayé de trouver une solution par moi-même parce que je me suis dit il n'est pas question que je vive comme ça. Bien sûr. Ça impacte mon quotidien. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu l'idée de te pencher vers la nutrition? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic de dire mais attends. J'ai procédé par itération. Donc je teste, ça marche pas. Si ça marche pas, je fais autre chose. Et puis jusqu'à ce que je tombe sur une solution. Il faut savoir que j'ai beaucoup échoué initialement. Donc j'ai fait toutes sortes de techniques qui ont pu m'être recommandées par des proches, par YouTube, par des potes, toutes sortes d'articles scientifiques que je pouvais lire aussi. Et là, tu parles de techniques qui n'ont rien à voir avec l'alimentation je fais référence à des bains glacés, par exemple, donc l'exposition au froid, qui supposément peut réduire l'inflammation. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais lu aussi. Ouais. Alors, en tout cas, pour mon cas particulier, ça n'a pas résolu mon problème. Ouais. Et je fais régulièrement des expositions au froid, que ce soit par la douche ou d'autres choses, puisque ça permet de mettre de bonne humeur, ça a beaucoup de bienfaits, une fois de temps en temps. Mais ça n'a pas résolu mon problème, donc j'ai essayé ensuite de la méditation. Ça m'a fait énormément de bien au mental, ça m'a permis d'être plus calme, moins stressé, plus détendu, plus serein. Ça m'a même permis de moins ressentir la douleur de la démangeaison. Ah, intéressant. Parce que certaines techniques de méditation permettent de ressentir ne me permettent pas de ne plus sentir la douleur. Elle est là, mais j'y prête moins d'attention. Ça permet de refocaliser son attention sur d'autres choses et de moins être soumis à la douleur. Et t'étais tombé sur des ressources scientifiques qui parlaient de la méditation comme d'un remède, entre guillemets, ouais. sur les maladies de la peau?
Exactement. Toutes les sources en ce qui concerne les articles scientifiques que j'ai lus qui font des rapprochements avec l'eczéma ou le psoriasis, je les ai mis dans la description de ma vidéo YouTube sur la santé mentale. Vidéo YouTube, le lien sera en description aussi. Ok, bah cool. Ouais, comme ça, vous tomberez directement dessus. Donc, n'hésitez pas après ce podcast à aller jeter. Ouais, il y a beaucoup de sources et dedans vous trouverez du coup tout ce qui est lié à la santé mentale et la littérature qui concerne la méditation et le psoriasis. Petit aparté, c'est aussi pour ça que j'apprécie ton approche, c'est que tout a été bien sourcé, documenté, et tu t'es pas lancé dans quelque chose parce que t'en as entendu du bien ou quoi que ce soit. C'était vraiment quelque chose d'analysé et par élimination, pouvoir déterminer ce qui pouvait être bien ou pas bien pour toi. Ah oui, il y a eu donc ça j'apprécie beaucoup. Ah merci. Il y a eu énormément de lectures. Après, dans mon parcours personnel, beaucoup d'itérations pour tester ce qui marche pas. Et dans les documentaires que je fais, comme j'ai pas la prétention de disposer de solutions pour tous, je lis ce que dit la science. J'essaie de trouver des articles les plus fiables possibles d'une science objective rigoureuse et j'en fais une synthèse parce que ça permet d'aider mieux les gens que si je balance une chose qui est à moitié sûre. Bien sûr. Bref, ça c'est assez évident, mais du coup j'ai enchaîné, j'ai fait de la méditation, ça m'a un peu aidé, mais ça n'a pas résolu mes plaques. Je suis allé voir des magnétiseurs, j'avais plus rien à perdre à un moment. Certains m'ont sorti des théories psychologiques, psychosomatiques qui m'ont pas aidé non plus, sur les relations parentales, sur la petite enfance, je ne sais quoi. Tu penses que c'est un peu un raccourci facile et que lorsqu'on n'a aucune explication, certains spécialistes s'en remettent au psychologique parce qu'on peut pas vérifier au final, tu vois? Beaucoup. Je pense qu'en particulier avec les problèmes de peau, de l'expérience que j'ai eue, beaucoup font des liens avec le psychologique parce que il est difficile de soigner tout ça. Donc on se dit que c'est dû au stress, c'est dû à des traumatismes ou je ne sais quoi. Alors que je pense que parfois on se prend beaucoup la tête pour des racines qui sont évidentes et qui viennent tout simplement de la bouffe. Ouais. En tout cas, dans mon cas, c'était de la 70-80% de la bouffe. Et dans le cas d'amis que j'ai eus, je pense à une amie notamment que j'interviewais dans le documentaire qui avait de l'eczéma pareil. Et elle a changé son alimentation, plus rien. Peut-être quand elle est stressée, parfois elle a de légères poussées, mais tant qu'elle mange bien, elle garde ça sous contrôle. Elle arrive à contrôler ça. Je vais finir mon histoire, c'est vrai que je fais pas mal de tiroirs. Mais en gros, une chose qu'il faut savoir, c'est que dès que je mange à nouveau mal, des choses auxquelles que je tolère mal, mon eczéma revient. Et dès que je mange à nouveau bien, des choses que mon corps tolère bien, qui permettent un bon équilibre de mon microbiote intestinal, une bonne régulation hormonale de mon système immunitaire, parce que la bouffe y participe beaucoup, et ben j'ai plus d'eczéma, plus rien. Je vais vous dire tout à l'heure quel genre de bouffe, de quelle bouffe je parle, pardon. Mais en tout cas, tu as testé pas mal de choses. Ouais, j'ai testé. Et à partir de... pardon, non, je t'en prie, t'inquiète. Je suis là justement pour récupérer le fil. T'es là pour me récupérer. Bien sûr. T'as testé pas mal de choses et à partir de quel moment est arrivée l'alimentation? Assez tard dans l'expérimentation. J'ai testé plein de choses. Je vais passer les détails, mais du coup, in fine, j'étais au bord de l'abandon et je suis tombé sur, à force de fouiller dans la littérature scientifique, je suis tombé sur un article qui parlait d'un protocole qui s'appelle le protocole auto-immune. Qui est destiné aux gens comme moi qui ont des maladies liées à un dysfonctionnement du système immunitaire. Parce qu'il faut savoir que j'avais de l'eczéma et un dermato m'a dit qu'il y avait aussi du psoriasis. Donc les deux, c'est lié à du dysfonctionnement immunitaire. Le psoriasis, c'est une maladie auto-immune, pas l'eczéma, mais ça reste lié à un dysfonctionnement immunitaire. Donc c'est des maladies inflammatoires chroniques de la peau. Donc c'est lié à des inflammations chroniques. Et ce protocole auto-immune a pour objectif justement de limiter au maximum la possibilité d'inflammation par la bouffe. Et donc, il te recommande un ensemble d'aliments qui ne peuvent pas déclencher d'inflammation. Donc, c'est des aliments anti-inflammatoires. Le but étant ensuite de réintroduire progressivement des aliments dans ton alimentation pour identifier quels sont les aliments qui, on est tous différents, vont en moi déclencher l'inflammation. Ouais, parce que l'alimentation inflammatoire, c'est pas quelque chose d'universel et c'est pas une liste d'aliments que tout le monde doit éviter ou privilégier. C'est un petit peu plus fin que ça. Ouais, c'est beaucoup plus subtil. Après, faut-il savoir qu'il y a des aliments qui, pour un énorme nombre de gens, une grande majorité,
va générer de l'inflammation. Je pense à la plupart des aliments transformés. Les classiques. Si tu prends des burgers cheddar et tout, bon, a priori, tu te sors avec, ça va un peu stimuler ton inflammation. Mais par exemple, toi et moi, si ça se trouve, quand moi je mange du riz, ça ne déclenche pas d'inflammation. Et si ça se trouve, quand toi tu manges du riz, ça va déclencher une inflammation. Donc on réagit tous différemment aux aliments qu'on mange. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a pas de recette universelle. Bien qu'on peut observer des tendances chez certains aliments. Par exemple, les patates douces sont très bien digérées par la grande majorité des gens. Mais en revanche, après, il y a des petites subtilités pour d'autres aliments. Et c'est pour ça que toi, tu as réintroduit, à partir de ce protocole auto-immune, Ouais. tu as réintroduit petit à petit certains aliments. Ouais. Et tu as essayé d'identifier si jamais, oui ou non, ils étaient problématiques. C'est exactement ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai respecté ce protocole, du coup, qui m'a permis en 3 semaines de voir disparaître toutes mes croûtes. Ouais, donc c'était fulgurant. J'étais très très heureux, très très soulagé, parce que en gros, toutes mes plaques se sont progressivement asséchées. J'explique pour ceux qui sont atteints d'eczéma potentiellement, ça peut être. Tout s'est asséché, ça s'est transformé en croûte, puis c'est tombé. Et puis ensuite, ma peau s'est progressivement réparée pour redevenir normale comme on la voit là. Et aujourd'hui, on voit plus rien. Et aujourd'hui, on voit plus rien nulle part, donc c'est rassurant. Non seulement c'est rassurant, mais la période a été dingue. 3 semaines, c'est assez fou. C'est l'avantage de l'alimentation, c'est que si moi j'ai fait les choses de manière très stricte parce que je voulais être sûr que c'était ça. Et donc j'ai mangé ce que me conseillait le protocole, c'est-à-dire majoritairement des patates douces, des petits poissons, donc sardines, maquereaux, dorades, harengs aussi. Il faut savoir que les petits poissons sont souvent des poissons gras qui contiennent beaucoup d'oméga 3, qui sont très sains et qui contiennent surtout moins de mercure que les gros poissons. Parce qu'ils sont en début de chaîne alimentaire et qui n'ont pas eu le temps de se faire contaminer. C'est bien joué, c'est ça. Et du coup, ça contamine, c'est plus sain pour nous. Et je mangeais de temps en temps de la viande. J'évite de manger trop souvent de la viande rouge parce que selon la science, à part la viande transformée dont il est certain qu'elle est mauvaise pour nous, donc charcuterie, saucisses, etc. Ça on évite comme la peste. Mais la viande rouge, elle est plus saine. Pardon, je m'exprime mal, mais la viande rouge, elle est plus controversée, mais je pense que quand elle est issue d'un bon élevage, avec une vache par exemple ou un poulet bien nourri normalement, quand elle est entre guillemets saine, quoi. On peut se permettre de la consommer plus régulièrement. On a la chance en France d'avoir une viande qui est quand même beaucoup plus contrôlée que dans d'autres pays, bien qu'il faille quand même la prendre d'une bonne source. Ouais, bien sûr. Donc je m'égare, mais de temps en temps, je prends de la viande aussi. Je prends beaucoup de légumes. Tout ce qui est poireaux, carottes, courgettes, il y a le droit. Il y a quelques légumes qui n'est pas recommandé, inclus dans le protocole, pardon. Okay. Je pense aux solanacées, donc ça peut inclure par exemple les tomates ou les aubergines. Donc voilà, j'ai toute une liste qu'on peut retrouver sur Internet si on fait ses recherches. Elle est aussi mise... je le dis, elle est aussi mise dans mon livre, mais on peut la trouver sur Internet. Trouvez-la dans son livre. Hein, ouais. Non, mais en gros, j'ai fait un livre de cuisine avec toutes les recettes que je consomme moi tous les mois, qui me permettent justement d'être en bonne santé et de ne pas avoir mes problèmes. Pardon, vas-y, j'écoute. Est-ce que sur ce protocole auto-immune, déjà, qui est-ce qui l'a créé? Tu t'en rappelles? Je pense que c'était plusieurs personnes, j'ai pas du tout les noms. Et c'est vieux ou c'est assez récent? Création de ce protocole. C'est une très bonne question. Je pense que c'était c'était autour de 2015. Ok, donc c'est assez récent. Sachant que le document est toujours dans mes sources, donc vous aurez toutes les infos dessus. Il est en anglais juste. Bien sûr. Mais j'ai plus la date et j'ai pas les noms des gens. Ouais, ok, ouais. Et l'idée, c'est d'avoir une alimentation classique, c'est-à-dire 3 repas par jour, ou non, ça, c'est pas distingué, c'est vraiment uniquement les aliments que tu vas manger, ou ça peut être la façon de la cuisiner, le moment où tu vas les consommer, le type de cuisson, tu vois. C'est très bien que t'en parles. En gros, le plus important, c'est les aliments qu'on consomme. Après, on peut aller dans les détails et tout a une importance, de la cuisson jusqu'à la provenance de tes aliments. Donc, mieux vaut manger bio, mieux vaut cuire à la vapeur. C'est ce qui permet d'avoir le plus de nutriments et de micronutriments dans l'aliment. Si tu cuis, par exemple, à la poêle,
Dans l'huile, déjà, l'huile va devenir transformée. L'huile d'olive à haute température, C'est pas terrible. c'est moins sain. Enfin, c'est même plus sain, puisqu'elle est transformée et elle est mauvaise pour nous. Et j'ai cru Et les aussi, aliments perdent de leurs nutriments, pardon. c'est ce que j'ai cru comprendre, Ouais, c'est que quand tu grillais un aliment, ouais. la partie grillée, elle devenait peut-être presque toxique en fait. Ouais, il faut faire super gaffe parce qu'en fait, typiquement, on parlait de la viande tout à l'heure. Ok, donc en ce qui concerne la viande rouge, donc pas la viande transformée qui est vraiment mauvaise, mais la viande rouge, par exemple, elle est un peu polémique. Certains disent qu'elle peut participer au cancer colorectal. Je pense que ça dépend, comme je disais, de la provenance, mais aussi de la cuisson. Il faut savoir qu'une viande, quand tu la cuis au barbecue et tu la fais un peu calciner, C'est pas terrible. ça devient cancérigène. Ouais. Alors que si tu la cuis doucement au four, C'est ou ok. si tu la fais mariner, c'est tranquille. Ouais. Donc il y a bien une distinction sur le type de cuisson, Ouais, etc. la cuisson est cruciale. Voilà, donc pour te dire, j'avais un pote qui me parlait de sa tante qui est chercheuse et qui travaille sur des souris. Et alors, est-ce que l'histoire est vraie? J'ai décidé de croire mon pote. Mais elle me disait que du coup, pour que les souris attrapent un cancer vite pour mener ses recherches, elle leur donnait des morceaux de viande calcinés. Ah ouais. Ça te donne une idée, quoi. Oh, ah ouais, c'est Et aussi fort. je sais plus, c'était en 3 mois, les souris se chopaient un cancer, tu vois. Je réfléchis si si je mange de la viande grillée, mais non, je pense pas. Ouais, bah après un barbecue de temps en temps, ça fait pas de mal, mais faut Non, faire moi je fais gaffe. cuire au four, au air fryer, il y a pas de partie grillée, je crois. Enfin voilà. Je suis désolé, je m'étale beaucoup. J'ai ouvert plein de Non, sujets tout est très intéressant, t'inquiète pas, les tiroirs, je les oublie pas. cool. Je vérifie ceux qui sont ouverts, ceux qui sont fermés, Ah, merci. et je reprends dessus avec... Je te donne du taf là. Ouais, je reprends dessus avec grand plaisir. Ça veut dire qu'une alimentation anti-inflammatoire, c'est pas forcément une alimentation végétarienne ou végane. Ça peut être une alimentation relativement variée, Ouais. mais ça dépend encore une fois des individus. C'est ça, donc ça n'a rien à voir, mon alimentation n'a rien à voir avec un régime vegan qui va être très strict, ou un régime keto ou paléo. C'est plus large, c'est pas destiné nécessairement à perdre du poids, bien que quand on mange sainement, on peut aussi perdre du poids si initialement on avait une alimentation très grasse. Mais grosso modo, oui, j'ai le droit, j'ai pas le droit à certaines choses. Enfin, dans mon alimentation, du moins, j'évite certaines choses. J'évite l'alcool, bien que je me permette de boire un peu de vin de temps en temps, du vin rouge, etc. Mais j'essaie de le faire occasionnellement. J'évite les œufs. Et j'en reparlerai tout à l'heure, mais j'ai fait un test d'intolérance qui m'a montré qu'en plus, j'étais très intolérant au blanc d'œuf. J'allais en parler en plus. Ah ouais. Mais on en parlera tout à l'heure. Je sais pas si tu l'as fait, je t'avais recommandé. Ouais, je l'ai pas fait. Ah ouais. Et j'allais en parler juste Si tu le après. fais un jour, tu me diras. Ouais. Du coup, il n'y a pas d'œufs, il y a pas de. C'est très strict parce qu'il n'y a pas non plus de légumineuses, il n'y a pas de noix, il n'y a pas de café et d'autres choses comme ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je mange des légumineuses, des haricots blancs, des lentilles, puisque je tolère bien ça. Mais Et t'es attentif aussi. initialement, j'étais très strict. Et t'es attentif aux symptômes qui pourraient se Je suis déclarer. très attentif, mais je sais que maintenant, je tolère très bien les légumineuses, très bien les noix. C'est largement considéré comme des aliments très sains. Mais initialement, quand quand j'avais beaucoup d'eczéma, il fallait absolument que je trouve une solution. Je me suis comporté de manière très stricte. Bien sûr. Et avec le protocole auto-immune, en 3 semaines, tout a disparu. Et ensuite, j'ai réintégré des aliments par itération. Et ensuite, j'ai fait ce test d'intolérance qui m'a permis d'identifier ce qui marchait ou non. Et du coup, je peux manger maintenant des jaunes d'œufs, pas des blancs d'œufs. Je prends des légumineuses. J'évite le gluten, mais j'en prends de temps en temps. Faut faire attention à pas être trop strict non plus, parce que bien sûr. c'est pas des allergies, c'est des intolérances. Tu vois. Ouais. Et après ces 3 semaines, enfin, à la fin des 3 semaines, tu vois que tous tes plats ont disparu. Ouais. T'as un peu l'impression d'avoir trouvé le régime miracle au final. Hein. Ouais. Tu t'es senti comment, toi, personnellement? Plus que d'un point de vue pragmatique où, ok, l'alimentation auto-immune, t'as découvert ça. Il s'est passé quoi? Ouais, merci de me poser la question parce que je pense que ça peut être utile pour pas mal de gens. Faut savoir qu'en changeant cette alimentation, initialement, j'avais des brouillards mentaux de temps à autre. Pourtant, je pensais déjà manger sainement, mais je mangeais des pâtes, du pain, enfin à la française, quoi.
Tous les matins, je mangeais ma baguette, quoi. Ouais. Bien à la française. Ouais. Et tu vois, en fait. Mais ce que je veux dire par là, excuse-moi de te couper, Non, t'as t'avais raison. pas une alimentation pourrie. Tu mangeais pas Ouais. hyper industrialisé, pas de Au- plats préparés à Au outrance. contraire, mes proches me connaissaient déjà comme un mec qui fait attention. C'est ça le pire. Ouais. Et ta question initiale, c'était Comment tu t'es senti quand je me suis senti. quand t'as vu que ça commençait à Ouais. disparaître et que ça commençait à disparaître aussi rapidement? Disparition des brouillards mentaux. Il faut savoir que malgré l'alimentation que je pensais saine initialement, j'avais souvent des brouillards mentaux, c'est-à-dire c'est une sensation que ton cerveau est un peu dans le flou, dans le brouillard, tu as des difficultés à te concentrer. Donc c'était incompréhensible pour moi initialement. Et en changeant mon alimentation, ça a disparu. En fait, ça donne une clarté d'esprit. C'est comme si soudainement j'avais l'impression que ça s'était rangé dans ma tête Ouais. et que j'avais de l'espace et que ça respirait. C'est un peu bizarre comme sensation, mais je pense que ceux qui l'ont vécu comprennent. Et si vous changez d'alimentation, peut-être que vous aurez la chance de le vivre aussi si vous avez des brouillards mentaux. Tu penses que beaucoup de personnes se sont habituées à ces brouillards mentaux en pensant que c'était en fait la norme, hein, Ouais, c'était le fonctionnement de leur cerveau et qu'on n'a pas essayé de chercher plus loin. ouais, complètement. En gros, je pense le problème, c'est que comme on vit comme ça depuis qu'on est gamin, on banalise une situation qui est pas normale et on vit dans des conditions qui sont un peu malheureuses sans se rendre compte que ça pourrait être beaucoup mieux Ouais. à quelques détails près. J'ai eu la chance, la maladie que j'ai eue a été une chance parce qu'elle m'a permis en tout cas de trouver les solutions pour aller encore mieux qu'avant même que j'avais de l'eczéma, tu vois. Ouais. Donc, pour résumer, clarté de l'esprit, disparition des brouillards mentaux, beaucoup plus d'énergie. Avant, je pouvais me sentir fatigué régulièrement. Et après, beaucoup plus d'énergie. Enfin, j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais j'avais beaucoup plus d'énergie à revendre. Ma cardio s'est améliorée. Tu retires beaucoup de gluten, de céréales transformées et tout. Enfin, la cardio, elle est boostée. Donc, C'est déjà pas mal tout ça. meilleure capacité cardiaque, ouais. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, parfois, je sentais des problèmes aux articulations. J'avais ma période où je faisais pas mal de squats, soulevés de terre, Ouais, etc. J'avais souvent des mal aux hanches ou mal un peu dans le bas du dos. Et j'ai changé mon alimentation et j'ai plus rien. Je pense que ça crée un peu d'inflammation et ce qui me rouillait un peu. Bah, de toute façon, les inflammations, elles peuvent se traduire, se manifester de plein de façons différentes. Ouais. Donc ça peut être effectivement brouillard mental, douleur aux articulations, douleur musculaire, inconfort digestif, etc. Merci, tu gères très bien l'interview et je te remercie parce que tu me recadres à chaque fois. Mais tu as bien raison parce que les problèmes digestifs aussi que je pouvais avoir par le passé ont disparu. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais on peut facilement observer qu'on va beaucoup mieux et que de par simplement regarder nos selles ou ce genre de choses, on peut se rendre compte que l'alimentation a des bénéfices sur nous. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maladie visible, donc de l'eczéma, mais il y a beaucoup de gens qui développent sur le long terme des maladies silencieuses, que ce soit du diabète ou des inflammations chroniques qui peuvent mener à des maladies très graves, dont je vous laisse imaginer les noms, mais ça peut mener à une mort anticipée, quoi. Donc au-delà des changements visibles, il y a eu beaucoup de changements invisibles, intérieurs, qui étaient presque aussi importants en fait que la disparition des plaques, etc. dont j'avais pas conscience, mais j'ai compris qu'en fait j'ai compris le rôle majeur de l'alimentation, dont je me doutais déjà, mais enfin, dans mon cas précis, j'ai trouvé la solution exacte. Et à partir de ce moment-là, 3 semaines, c'est très rapide. Après ces 3 semaines, comment ça s'est passé? Combien de temps t'es resté très strict avec le protocole anti-inflammatoire? Et à partir de quand t'as commencé à faire tes expérimentations pour réintégrer certaines choses et voir comment ton corps répondait? Au début, en fait, j'avais eu ça pendant tellement longtemps et c'était tellement compliqué d'avoir beaucoup d'eczéma que j'ai suivi un peu plus longtemps ce protocole technique. Bien sûr, en étant très strict. Mais j'ai commencé à réintégrer. J'ai testé avec des œufs, j'ai remarqué que ça réapparaissait. J'ai mangé une pizza avec des potes, 2 fois dans la semaine, j'ai remarqué que ça réapparaissait. Donc petit à petit, tu mets de côté pas mal de choses. Et puis, il s'avère que par les recommandations d'un ami, je suis allé voir un médecin. Un médecin en région parisienne, nutritionniste, qui s'occupait d'athlètes de haut niveau. C'est celui que je te recommande. Enfin, toi, tu connais bien l'histoire, mais
Du coup, il s'occupait d'athlètes olympiques, des perchistes, des choses comme ça, qui avaient des problèmes musculaires, de déchirures musculaires chroniques, d'insomnie, de problèmes de digestion. Je s'imaginais les autres soucis. Ouais. Et il s'est occupé d'eux, il leur a fait faire un test, une prise de sang. Il a analysé les résultats. Donc, c'était un test d'hypersensibilité digestive. Et en fait, ça permet d'identifier les intolérances que tu as alimentaires. Et à partir de là, il a retiré de l'alimentation de ces athlètes les aliments auxquels ils étaient intolérants. Pour chacun, c'était des aliments différents. Et du jour au lendemain, on observe surperformance, on observe disparition des symptômes. Moins de blessures. Plus de déchirures musculaires, plus de problèmes d'insomnie, de migraines, des choses comme ça. Et du coup, je suis allé voir ce gars-là. On a fait la même chose pour moi. Et tous les soupçons que j'avais ont été confirmés par le test. Et donc, ce test, ça s'illustre sous forme de liste, en fait, non? C'est ça? Ouais, c'est une liste. En gros, moi, j'ai fait le test avec l'ensemble des aliments. Mm-hmm. Donc, je sais pas, c'est peut-être plus de 100 aliments. Et donc, t'as un spectre sur 100. 100 étant le pire. Le pire, ouais. La grosse intolérance. Et à partir au-dessus de 20, ça commence à être intolérant. Et donc, je suis très intolérant au lait de vache. Je suis très intolérant au blanc d'œuf. Modérément intolérant au gluten. Et puis très intolérant à l'orge. Des choses qu'on peut difficilement aussi constater soi-même. Bien sûr. Parce que déjà qu'une personne se dise, ah ouais, c'est l'orge en fait mon problème. Faut y aller. Faut s'y connaître, quoi. Et ça veut dire que, alors déjà, je reviens sur ces tests. Ouais. Ces tests, ils sont assez récents au final parce que ouais. Avant, ils n'avaient pas du tout de succès. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on commence à en parler un petit peu plus comme de quelque chose qui est scientifiquement validé et qui pourrait vraiment servir à identifier des intolérances. Ouais. Avant, on prenait ça. Enfin, quand je te dis avant, la première fois que je suis tombé dessus, c'était, je crois, un blogueur qui partageait ça aux États-Unis. Et tout ce qu'on voyait dans les commentaires ou dans les trucs, c'est du bullshit. C'est une manière de prendre votre argent facilement. Les gens étaient très 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 sceptiques. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est bien plus accepté, que c'est considéré comme quelque chose de vraiment pertinent. Ouais, alors c'est toujours un peu décrié. Je peux avoir des retours de gens qui me disent, je me suis renseigné, j'ai vu que ces tests étaient un peu polémiques, certains en contestaient l'efficacité. Il s'avère que dans mon cas, je pense être allé dans un labo de qualité, ou du moins les tests que j'ai reçus ont confirmé mes soupçons. Donc c'est peut-être pas le test qui est à remettre en question, mais ceux qui le font. Je pense qu'il faut bien identifier le laboratoire, et puis faire le bon test. Moi, j'ai fait un test d'hypersensibilité digestive. Est-ce que tous les labos proposent le même test avec la même qualité? Ah, intéressant. Je sais pas. J'émets des hypothèses. Parce que toi, c'était une prise de sang, on est d'accord? Moi, c'était une prise de sang, ouais. Ok. Ouais, prise de sang. Et voilà, moi je considère que dans mon cas précis, ça m'a été très utile. Peut-être que pour d'autres personnes, ce sera un peu plus flou. Voilà, parce que certaines personnes ont aussi une alimentation qui est très fermée. Ouais. Et donc il y a plein d'aliments. Par exemple, il y en a plein de personnes qui mangent jamais d'haricots blancs. Comment veux-tu savoir si tu es intolérant si tu les manges pas? C'est vrai. Ou si tu les tolères bien. Donc voilà. Moi, en tout cas, je considère que ça a un intérêt. Après, c'est un peu polémique, mais à chacun de voir ça sous un esprit assez critique et de se faire sa propre opinion. Ouais, le but, c'est pas de faire l'apologie de telle ou telle technique, c'est juste d'en parler. Je raconte mon expérience. Moi, je considère que ça m'a été utile. Chacun en fait ce qu'il veut. Mais je conseille à mes potes d'y aller. Ouais, bien sûr. Le problème, tu vois. Bien sûr. Et selon toi, est-ce que l'alimentation moderne est foncièrement mauvaise? L'alimentation moderne, si on parle des fast-food... Même pas fast-food. Je parlerais même des aliments bruts et de la manière dont ils sont cultivés. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème intrinsèque avec des légumes qu'on pourrait trouver au supermarché et des légumes comme on aurait pu les trouver il y a 70 ans? Ah oui. A priori, les légumes actuels, certains légumes et fruits actuels contiennent moins de nutriments qu'à l'époque. Et bien sûr, je prends les légumes, mais ça peut être les fruits, la viande, tout ce qu'on mange en fait. Leur teneur en vitamines et minéraux serait un peu plus faible qu'avant. Après, ça peut aussi être décrié ce que je dis parce que à l'époque, ils n'avaient pas les mêmes outils que nous pour analyser la teneur exacte en vitamines et minéraux de certains fruits ou légumes. Donc il est difficile de faire une comparaison avec une certitude absolue. Mais beaucoup pensent que les légumes et fruits actuels, de la manière dont ils sont cultivés, parce qu'ils sont cultivés très rapidement, ont une teneur plus faible en vitamines, minéraux. Et
Et par exemple, le blé aujourd'hui a été tellement cultivé de différentes manières pour qu'il résiste aux intempéries qu'il en est très solide, mais difficile à digérer du coup. Ouais. Ce qui peut aussi être responsable de maladies chroniques, puisque ça peut mener à des inflammations de nos intestins, ce qui peut créer chez certains individus une perméabilité intestinale, c'est-à-dire une érosion de nos parois intestinales, ce qui peut entraîner le passage de certaines toxines, qui peut être la source de maladies comme celle que j'ai eue. Du moins, je soupçonne très fortement que dans mon cas, j'ai souffert de ce qu'on appelle un leaky gut syndrome. Donc, c'est un syndrome de l'intestin perméable, une hyperméabilité intestinale qui, due à mon alimentation, qui entraîne des inflammations régulières, qui laisse passer des toxines et qui entraîne du coup ce dysfonctionnement du système immunitaire et ces inflammations chroniques à l'origine de l'eczéma. C'est physiologiquement parfaitement expliqué. J'espère, je serais très curieux de voir en commentaire ce qu'en pensent les gens. En particulier s'il y a des médecins qui veulent s'exprimer sur le sujet, je suis toujours très intéressé par leur opinion. Mais je pense que ça vaut le coup d'aller explorer cette voie-là. Est-ce que tu as certains professionnels de la santé qui t'ont déconseillé ou mis en garde par rapport à ce protocole ou par rapport à ce que tu faisais en disant oh, ça sert pas à grand chose, c'est pas forcément une bonne méthode, etc. Je te remercie pour cette question. En fait, il s'avère que les dermatos que j'ai vus, à chaque fois que je leur ai raconté mon histoire, même sans leur raconter mon histoire spécifique, mais en leur disant que l'alimentation avait un impact, la plupart me rient pas mal au nez. Ah ouais. De manière toujours subtile, ils vont pas me ricaner, mais tu ils vont prendre à la légère, ils vont me dire ok, allez, toi t'es juste patient, tu dégages, suivant. Je trouve qu'il y a alors j'ai énormément de respect pour les médecins, je le dis évidemment, là, il y a des miracles aujourd'hui qui sont faits et merci aux médecins et à la médecine. En revanche, je pense que la méditation, la bouffe, la nutrition, elle est trop reniée, sous-estimée, beaucoup trop sous-estimée, merci, sous-cotée. Et en particulier auprès des dermatos qui sont formés pour prescrire des molécules qui parfois, c'est un intérêt, parfois c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire, mais dans certains cas comme le mien, je ne pense pas qu'il faille mettre la nutrition de côté ou négliger la nutrition. Et du coup, le fait que ces dermatos que j'ai pu rencontrer quand je vais les revoir me rient un peu au nez ou me prennent à la légère, moi, ça me dérange beaucoup. C'est très frustrant, j'imagine. C'est très frustrant et je pense surtout aux autres personnes qui vont voir ces gens-là, qui ont des problèmes similaires aux miens. On est tous différents, mais certains, je pense, pourraient se soigner ou réduire fortement leurs problèmes par la bouffe. Et on leur prescrit à nouveau de la crème à la cortisone comme moi. Et ça risque, s'ils représentent un cas équivalent au mien, de simplement souffrir comme j'ai souffert. Tu vois. Donc voilà. Aujourd'hui, tu vois, sur Là on discute, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui regardent le podcast. Ah cool. Donc ça va être bien d'avoir leur retour dans les commentaires. Bah avec grand plaisir. Donc on vous encourage à donner votre avis sur la question. Carrément. Je suis certain qu'on va avoir plein de personnes qui seront d'accord, enfin qui t'encouragent à 100% et qui seront d'accord avec tout ce que tu dis. Mais j'imagine que d'autres aussi pourront attester et confirmer que l'alimentation c'est pris à la légère. Peut-être beaucoup trop parfois, alors que ça pourrait être une pierre angulaire de la santé en général. Bien sûr. J'ai pas mal de gens qui, suite à mon documentaire, m'envoient des mails ou même m'abordent sur Instagram, etc. Et me disent, je pense notamment à un Canadien, il m'a fait un message d'amour somptueux, où il me dit, grâce à toi, je contrôle maintenant mes symptômes, tout a disparu, et puis tu m'as sauvé, tu m'as sauvé de toute la souffrance que j'avais, quoi. C'est pour ça que ton histoire est aussi intéressante et qu'il faut la partager. Ouais. Parce que beaucoup de gens sont en détresse avec ce genre de maladies. Les maladies chroniques augmentent énormément. La bouffe n'est pas du tout mise au centre de l'attention, alors que c'est quand même une des choses primaires qui composent notre santé. Si on mange mal, on s'empoisonne d'une certaine manière. C'est pas comme du poison, évidemment, mais sur du long terme, ça le devient, puisque ça crée des maladies. Et quand je reçois des messages comme ceux que je peux recevoir de temps à autre, ça fait plaisir. Bien sûr. Mon travail est pas là pour rien. Ouais, complètement. Et puis voilà. Pardon. Et au-delà de ça, l'alimentation, le protocole que tu décris, il est parfaitement accessible à tous. Ouais. C'est-à-dire que, virtuellement, on n'a besoin de rien.
juste d'un supermarché ou d'un endroit où on peut acheter des aliments de qualité et fin de l'histoire. Ouais. Et ça peut aller très vite. C'est ça qui est aussi encourageant et qui mérite de s'y intéresser. Exactement. Et je te remercie d'ailleurs de m'avoir parlé de la bouffe tout à l'heure. J'ai oublié de dire, il faut manger évidemment bio si possible. Ouais, bien sûr. Mais oui, maintenant tout est accessible. C'est même pas cher en fait. Ce qui est super dans ce contexte, c'est que certains pourraient dire oui, mais ça va coûter cher si je commence à manger sainement. Alors en effet, le bio peut coûter cher. Mais entre nous, quand tu vois le prix de certaines bouffes de fast-food que je trouve ahurissant pour ce que c'est, t'achètes quelques patates douces, des légumes et des légumineuses, ça coûte pas cher. Ça coûte beaucoup moins cher. Et même si tu les achètes bio, c'est pas compliqué à cuisiner. Moi, en 20 minutes, ma bouffe est prête. Je mange des tagines. Je me fais beaucoup de cuisson vapeur de patates douces. Je mange des macros. Voilà, si tu sais faire des bonnes sauces aussi, tout devient très vite bon. Et c'est comme c'est la même manière avec laquelle mangeaient la plupart de nos grands-parents. Okay. C'est des produits naturels, non transformés, issus de la terre, des patates douces, des légumes, des fruits et du poisson et de la viande, quoi. Et ça serait bon d'y retourner. Mais de toute façon, l'argument de dire c'est trop cher, c'est un mauvais argument parce que peut-être qu'effectivement le repas en lui-même il te coûtera moins cher qu'un fast-food, mais on sait très bien que sur le long terme, t'as tout à y gagner de surveiller ton alimentation et d'y être très attentif. Entre nous, ça coûte vite moins cher. Hein. Je pense que ça coûte. Si on fait des comparaisons de prix, entre acheter un paquet de haricots blancs qui peut tenir sur 5-6 mois, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça coûte 100%. Ça coûte moins cher. Ouais, donc c'est incroyablement accessible et c'est ça qui est top. C'est la viande surtout. Je me permets, mais la viande coûte cher. Enfin, faut savoir qu'aujourd'hui, on a un accès à la viande qui est beaucoup plus avancé que par le passé. Nos grands-parents, je pense au mien, tu vois, mon arrière-grand-mère était blanchisseuse. À la maison, ça mangeait beaucoup de haricots, tu vois. Ouais. On n'avait pas l'argent de s'acheter de la viande. Aujourd'hui, la plupart des classes sociales modestes peuvent s'acheter de la viande. Plusieurs fois par semaine. Alors que c'était pas du tout le cas il y a quelques décennies. Ouais. Mais du coup, la conséquence, c'est que si c'est de la viande transformée, ça peut nuire à leur santé. Ouais. Alors que mon arrière-grand-mère a vécu jusqu'à 100 ans, tu vois. Et elle mangeait des haricots. Des haricots, des légumes, des patates, des soupes de patates. Ouais, aussi simple que ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire suivre une journée typique d'alimentation pendant ce protocole-là? Et après, on fera une journée d'alimentation aujourd'hui pour voir un petit peu la différence et comment ça a évolué. Ok. Alors, une journée typique d'alimentation durant le protocole. Le matin, tu peux manger une banane avec quelques dattes, des myrtilles. C'est déjà bien nutritif. Si tu as encore faim, tu peux te faire un avocat. Tu rajoutes de la bonne huile d'olive. Attention aussi aux huiles. En fait, la plupart des huiles qu'on consomme, qu'on achète dans les supermarchés actuels, c'est des huiles transformées. Et du coup, elles peuvent nuire à notre santé cardiovasculaire, elles peuvent nuire à plein de choses, être responsables de maladies chroniques. Le mieux, c'est d'acheter des huiles d'olive, par exemple, issues d'un seul endroit, en Italie, en Espagne, en France, extraites à froid, issues de procédés mécaniques, et de ne pas les mettre à haute température. Donc, par exemple, tu peux te faire un avocat, tu rajoutes un peu d'huile d'olive de qualité dessus, un peu de sel, de poivre, du curcuma. Le curcuma a des vertus anti-inflammatoires. Tu manges ça le matin, t'es bien, tu vois. T'es bien. Et surtout, lisez les étiquettes parce que dans les supermarchés, tu sais, t'as plein de marques d'huile d'olive qui ont une étiquette bien italienne ou bien grecque qui te laisse penser que toutes les olives viennent d'un seul endroit, mais tu retournes la bouteille et tu vois que c'est écrit assemblage d'olives qui viennent de l'UE et hors UE. Ouais. Donc, faut bien être attentif à ça. T'as bien raison, on se fait vachement avoir par ça. Et en fait, parfois aussi, t'as eu beaucoup de polémiques liées à l'huile d'olive parce qu'il y a eu la mafia qui s'est intégrée dans le process. Et qui colorait des huiles des fois. Elle colorait des huiles, elle mettait d'autres substances dans l'huile et ça allait très loin. Il y a un reportage sur le sujet, mais il est en anglais, de Johnny Harris que je recommande sur l'huile d'olive. Mais la mafia... Mais c'est sur ça que j'ai vu qu'il colorait l'huile. Ah ouais, ok. Oui, Johnny Harris. Tu connais Johnny Harris? Ouais, c'est génial sa chaîne YouTube. Excellent. Ouais, j'aime bien ces reportages qui sont vraiment top. Oui, c'est là en fait que j'ai vu qu'il colorait l'huile d'olive. Ce mec-là, il est très impressionnant, il fait un travail de grande qualité et je vous invite à aller voir son documentaire. Mais du coup, la mafia est dans le coup parfois. Il faut faire attention à bien prendre des bons produits de bonne source. Écoute Mathéo, j'ai une huile d'olive.
qui vient d'Italie. Je saoule tout le monde avec ça. Ah, c'est Elle bon, est ça. incroyable. Ok. Je t'enverrai la référence. Ah bah avec grand plaisir. Et je l'utilise jamais pour la cuisson, jamais au grand jamais. Je la verse toujours sur mes salades ou mes plats comme ça. Et c'est d'une part délicieux. Et vraiment, tu sens que tu fais du bien à ton corps, tu vois. C'est Ah bah, assez Je suis incroyable. un gros malade d'huile d'olive, donc si t'en as, En fait, elle est tellement bonne que je pourrais la boire vraiment comme ça. ah ouais. Ah ouais, c'est Ouais. incroyable. Ah, bon courage pour la boire comme ça, mais ouais, t'as des magasins qui font des dégustations d'huile d'olive, ça se fait. Mm. Mais Donc, petit-déj, banane, dattes, myrtille, peut-être un avocat avec de l'huile. c'est un exemple, il y a plein de possibilités différentes. Ouais, Ça, c'est dans le contexte où tu suis strictement le protocole. ouais, bien sûr. Donc le protocole normalement est à suivre sur une période d'1 à 3 mois parce qu'il est très strict. Mhm. Faut éviter les carences. Faut aussi être accompagné par un professionnel de santé de préférence parce que la plupart des gens, s'ils s'y connaissent peu, Ouais. peuvent nuire à leur santé en oubliant certains nutriments essentiels. En tout cas, je suis chaud d'avoir ta référence sur l'huile d'olive. Ouais, t'inquiète pas, je l'oublie pas. Et donc oui, pour le petit déj, ça c'est une possibilité. Mhm. Pour le déjeuner, tu peux te faire un maquereau que tu achètes au marché. Tu l'achètes vidé, la tête coupée. Tu le cuis à la vapeur ou tu peux le cuire au four à température légère, entre 150 et 180 degrés. Mhm. Si tu veux faire un bon poisson, tu rajoutes un peu d'épices, du curcuma dessus, un peu de sel, de l'aneth, du basilic, ce qui te fait plaisir. Voilà, t'es bien là. Ah, t'es bien là. Ah là, t'as la tête très bien. Tu te fais des patates douces que tu coupes, tu les achètes au bio si possible, tu Mhm. les coupes avec la peau, parce que la peau contient aussi des bonnes vertus. Tu fais cuire tout ça à la vapeur avec des petits légumes, poireaux, tu peux rajouter des épinards, tu rajoutes du basilic, de l'aneth, enfin comme je disais, de la ciboulette, ce que tu veux. Et tu manges avec la peau. Alors, initialement, je ne mangeais pas avec la peau les patates Ouais. douces. Aujourd'hui, je tends à les manger avec la peau puisque ça se mange très bien en fait avec la peau. Je trouvais que la peau était épaisse au premier abord. En fait, ça se mange très bien sur une bonne cuisson vapeur. Ça passe inaperçu et ça a bon goût. Et ceux qui disent que la peau, elle peut stocker Toxines. certaines toxines ou des résidus de pesticides, ou même si tu prends bio. Il faut faire attention. C'est pour ça que moi, je prends bio. Après, quand je prends pas bio, je coupe toujours la peau, que Ouais, ce soit ok. des pommes de terre ou des patates douces, Ouais. par souci préventif. Ouais, bien sûr. Mais voilà. Ok. Ah, le déjeuner Ça- se fait envie là. Ouais, donc franchement c'est très très bon. Sinon oui tu peux mettre à la place des sardines. Enfin il y a plein de Des recettes autres poissons, des différentes. autres petits poissons. Ça c'est pour le protocole strict. Hein. Ouais. C'est un exemple. Tu peux mettre aussi, tu peux te faire une épaule d'agneau si tu veux mettre de la viande. Il y a plein de possibilités. Mais toujours est-il que j'invite les gens, de mon point de vue, à privilégier les poissons plutôt Ouais. que la viande, Hmm. parce que les petits poissons contiennent énormément de vertus et je pense sont meilleurs pour la santé que la viande rouge. Voilà. Et pour le dîner, pour te donner un dernier exemple bien rapidement. Ah, c'est dur ce que je te demande, je sais. Non, Parce que la liste n'est pas il y a- forcément il y a très longue. plein de possibilités. Tu peux te faire une entrée. Tu peux te faire une entrée aux petits légumes. Tu te fais un tartare de courgettes. Tu saupoudres ça d'épices, voilà. Et puis en plat principal, tu te fais patates douces avec. Moi, j'adore les patates douces. J'en mange tout le temps. Et tu peux te faire un avocat. Tu peux te faire une salade d'avocat avec des crevettes. Et puis tu rajoutes quelques petits légumes autour. C'est délicieux. Et surtout avec une bonne sauce. C'est pour ça que j'invite tout le monde à bien travailler ses sauces et à avoir quelques sauces dans la poche. Non seulement pour impressionner les potes, mais surtout parce que c'est délicieux. Ouais, pour tenir aussi. Ah ouais, c'est trop bon. Enfin, si tu mets une bonne sauce dans une salade, c'est jamais la même. Et dans n'importe quel plat, c'est très important de connaître les bonnes sauces. Mais c'est bien parce que là, avec un protocole même restrictif, on a quand même un menu sur la journée qui Ouais. qui fait pas mal envie. Bah, t'as toutes les viandes, tous les poissons, énormément de légumes. T'as peut-être 15-20 légumes différents. T'as le droit à toutes les herbes. Voilà. Et tu sais pourquoi la patate douce et pas la pomme de terre? C'est une très bonne question. Dans ce protocole-là, il recommande plutôt la patate douce qui ne déclenche aucune inflammation. Faut-il en conclure que la pomme de terre déclencherait des inflammations? Pas forcément, mais la patate douce, c'est un meilleur choix. Personnellement, moi, j'en mange régulièrement des pommes de terre, tout va bien. Après, faudrait que je me renseigne pour dire les choses avec Ah ouais. plus de certitude. Ok. Mais je considère que la pomme de terre, elle est très saine aussi, mais j'invite les gens à privilégier la patate douce. Ok. Et les trucs comme le quinoa ou Alors le quinoa, en effet, c'est plein d'acides aminés, c'est très bon.
surtout quand c'est bien épicé, sinon c'est un peu fade, mais c'est pas inclus dans le protocole. Donc moi j'en mange aujourd'hui, mais initialement, si tu veux respecter le protocole strictement, ce que je fais pas aujourd'hui, puisqu'il y a plein d'aliments que je tolère très bien et qui sont bons pour la santé, comme le quinoa qui contient plein d'acides aminés, Donc ça passe. ça passe très bien. Hmm. Évidemment, ce protocole-là, il faut bien retenir que dans mon cas, il m'a beaucoup aidé parce qu'il ne contient aucun aliment inflammatoire. Mais il y a plein d'autres aliments qui sont très sains et qu'on peut largement inclure avec sérénité dans son alimentation. Ok. Et du coup, aujourd'hui, comment tu gères? T'as plus de flexibilité et tu le fais un peu plus au feeling ou t'as vraiment un menu assez précis sur lequel tu vas te reposer principalement? Aujourd'hui, je varie beaucoup plus. Donc, j'inclus des légumineuses, j'inclus parfois, mais plus rarement des céréales. Enfin, si on considère le riz comme un céréale, je mange régulièrement du riz, complet de préférence. Voilà, j'ai rajouté plein de choses différentes, pardon. Et, Donc plutôt flexible au final. et beaucoup plus flexible. Et franchement, je me fais tellement plaisir. En fait, on redéveloppe aussi son palais. Il y a plein de gens qui bouffent tout le temps la même chose, des pâtes, des burgers, des trucs. Ouais. Ils pensent se faire plaisir, mais dans le fond, ils ont un palais qui est sous-développé parce qu'ils consomment tout le temps la même chose. Et c'est des aliments qui sont un peu toujours les mêmes au final. Alors que on redécouvre la saveur de certains aliments et quand on sait bien les cuisiner avec les bonnes épices, il n'y a rien de meilleur. C'est une Franchement, redécouverte. un bon tagine, enfin, je pense que Qui dirait non? sérieux, c'est trop bon. Un ragoût, un tagine, même si le ragoût sonne pas très bon comme ça, c'est délicieux. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, quelqu'un qui te verrait manger pourrait considérer que tu as une alimentation normale, entre guillemets, ou est-ce qu'il ferait un commentaire du genre, ah, mais pourquoi tu manges ça? Ça sert à quoi? Etc. Quelqu'un qui me voit manger aujourd'hui, ça dépend de la personne parce on n'est pas tous au même stade. Mais C'est vrai, j'aurais dû préciser ma Ouais. question, mais t'as raison, ouais. la plupart, certains vont me dire, ouais, tu manges vraiment super sainement, comment tu fais? Après, quand on voit la gueule des plats que je peux faire parfois, ça donne aussi, enfin, là je me lance une fleur, mais parfois je fais des plats bien présentés, ça donne envie. Et quand on mange, c'est bon. Et donc, certaines personnes dont mes proches discutent pas trop ça. Ouais. Initialement, quand je leur ai dit dans quoi je m'aventurais, ils me demandaient ce que j'allais foutre là-dedans, à manger comme ça de manière aussi stricte. Au début, ils te posent des questions, Ouais. après ils te demandent des Et conseils. ils finissent par faire comme moi. Voilà. Et ils sont contents. Mon père avait tout le temps des claquages au mollet, par exemple, parce que tu sors de soirée, champagne, vin blanc, Déshydratation. ou même tu bouffes beaucoup de pain, etc. Tu mets beaucoup d'acidité dans tes muscles. Et mon père s'est claqué peut-être, et je déconne pas, une vingtaine de fois, tu vois. Ah ouais? Si c'est pas sur chaque mollet. Oh. Il faisait du foot jeune, après il a fait un peu de tennis, et bref. Il a changé son alimentation, et il fait comme moi, et depuis il se blesse pas, tu vois. Il a 50 piges, hein, donc il pourrait se blesser. C'est quand même marrant que le doute laisse place, tu vois, à l'ouverture d'esprit quand on voit les résultats. Ouais. On peut toujours avoir un doute au début. Moi-même, j'avais un doute. Mais comme Oui, ce serait même pas sain, en fait, de pas avoir un doute. C'est bien de se questionner et de remettre les choses en question. Exactement. Et toujours, je suis ouvert à la discussion. Si des gens veulent en parler en commentaire, etc., je regarderai un peu ce que les gens disent. Ce qui sort de ma bouche n'est jamais la vérité absolue. Enfin, pas nécessairement la vérité absolue. J'essaie de me rapprocher de la vérité. Mais si j'ai tort, je serais content d'apprendre, tu vois. Ouais, c'est toujours mieux de partager ses expériences et de voir ce que les gens pourraient en dire. Ouais. Au-delà de l'aspect alimentation, qu'est-ce qui s'est passé niveau santé mentale? En fait, ça me permet plutôt de poser une autre question. Ouais. Comment on sait que l'alimentation n'a pas amélioré la santé mentale, ce qui a fait que ça a soigné le problème de maladie de peau? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'était vraiment l'alimentation qui a résolu ce problème de maladie de peau? Ou est-ce que l'alimentation n'a pas eu un effet sur la santé mentale qui elle-même a eu un effet sur la maladie de la peau? Alors, de mon point de vue, l'alimentation a, quoi qu'il arrive, un effet sur la santé mentale. Ouais, je joue sur les mots, mais t'as compris ce que je voulais dire. Non, mais toi, je sais que tu le sais très bien. Ouais. Après, pour aborder le sujet, l'alimentation a un effet sur la santé mentale. Donc, il faut savoir que dans notre estomac, enfin, autour de notre estomac, on a autant de neurones que dans le cerveau d'un chat. Des neurones qui, par le nerf vague, vont envoyer des messages au cerveau. Et donc, si on crée de l'inflammation là, ça peut tendre à créer de l'inflammation au cerveau. Ça peut nuire à notre bien-être mental. Et donc, le fait de mieux manger et de réduire ces inflammations, ça a un effet indirect sur la santé mentale. Avant de manger aussi sainement que je le fais aujourd'hui,
j'avais fait beaucoup d'efforts sur ma santé mentale, puisque beaucoup de médecins me disaient que c'était corrélé à ça, mes problèmes. Mais sans te concentrer sur l'alimentation. Sans changer mon alimentation, parce que j'avais pas capté que c'était ça le problème. Et par la méditation, j'ai atteint une forme de paix intérieure qui m'a permis de me sentir bien, de me ressentir mes démangeaisons, d'être mieux avec mes proches, de pouvoir à nouveau me concentrer un peu plus sur ma vie sociale. En revanche, du coup, j'ai considéré que c'était pas la santé mentale le souci. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, quand j'ai en plus mangé bien, mes brouillards mentaux ont disparu et ça allait encore mieux. Mais oui, de mon point de vue, c'est l'alimentation à 100%, puisque quand je remange mal, ça réapparaît. Quand on dit santé mentale, on parle de quoi selon toi? On parle du rapport à soi, du rapport avec les autres, du rapport avec l'alimentation, Ouais. Là, c'est une bonne question. La santé mentale, c'est tellement large. C'est difficile à définir. Beaucoup de gens dans la société aussi actuelle, pour différents facteurs, que ce soit la société moderne et les pressions au travail, l'urbanisation de nos modes de vie. On peut avoir des soucis mentaux liés à notre estime de nous-mêmes, des soucis mentaux liés à l'anxiété sociale, dont on peut faire l'expérience quand on va dans un centre commercial, il y a énormément de monde, ça met une pression indirecte. Quand on va dans une école où il y a beaucoup de gens, par exemple, pour les lycéens ou collégiens, on peut avoir un stress aussi quand on est sur la route. Puis tu as beaucoup de choses qui impactent notre santé mentale. Par exemple, si tu es en appartement en ville, tu as les bruits de pas en haut, tu peux avoir un mec qui met sa télé, tu entends le bruit de la télé. Bref. Tout ça, c'est des parasites. Ça peut nuire au sommeil, ça peut créer du coup des soucis mentaux et mener à une dépression sur du moyen terme, tu vois. Parce que la personne dort moins bien, elle est plus râleuse et puis elle rentre dans un cycle négatif. Donc plein de choses peuvent être mises et centrées sur ce qu'est la maladie mentale. Sur un spectre, on est tous plus ou moins soumis, affectés par des soucis mentaux. Moi, je sais que parfois j'ai eu de l'anxiété sociale quand j'étais, par exemple, plus jeune, étudiant en lycée, tu vois. Il y avait beaucoup de gens parfois, et le fait qu'il y ait beaucoup de gens, ça pouvait me rendre un peu plus anxieux. Donc, la méditation, ça m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Et aujourd'hui, on est dans une société où le nombre de dépressions ne fait qu'augmenter, tu vois. Les psychiatres sont en pénurie. Tu vois, ma copine, elle est en études de psychiatrie. Il y a des gros soucis. Il en manque. Il y a plein de demandes, il n'y a pas assez d'accompagnement. La plupart des gens, du coup, se rabattent sur des médicaments qui sont souvent nécessaires quand les gens arrivent dans un état critique. Mais qui pourrait être évité. Mais il faut aussi modifier son style de vie et l'orienter vers la route la plus saine possible. Tu crois que le problème, c'est le mode de vie moderne ? Non, je pense que ça dépend de tous les individus, parce que tu as des personnes qui vont perdre leur père tôt, ou qui vont avoir un père qui va abattre la mère, ça peut créer des pathologies mentales, tu vois. Donc on est tous avec un parcours différent et des traumatismes différents, pour ceux qui ont des traumatismes qui impactent différemment notre santé mentale. Donc c'est pas nécessairement dû à la société moderne. La société moderne apporte énormément de bonnes choses. On vit quand même d'une manière extrêmement confortable en France aujourd'hui, par rapport à beaucoup d'autres pays ou par rapport à il y a 3 siècles. Donc de ce côté-là, on peut quand même vraiment être reconnaissant. Ouais. En revanche, il y a beaucoup d'aspects qui sont négatifs, que ce soit certaines conditions de travail, que ce soit le rapport des hommes les uns aux autres aussi. Tu as des sociétés où les gens sont plus anxieux que d'autres et ça peut créer plus d'irritation au travail, dans les transports, tout ce que tu veux. Voilà. Au Brésil, les gens sont connus pour sourire davantage qu'en France, tu vois. Ouais. Donc il y a un comportement aussi à adopter qui peut même créer un cercle vertueux. Mais en tout cas, toi, après ces expériences, est-ce que tu as l'impression d'être plus aligné ? Quand je dis plus aligné, c'est moins de doutes sur ce que tu fais ou sur ce que tu as à faire, et que l'alimentation, évidemment, a joué un rôle, mais tout le reste, c'est tout le reste du cheminement. Tu veux dire, est-ce que mon style de vie m'a permis d'être plus aligné dans mon travail, dans ce que... Même pas dans ton travail, dans ta manière d'être.
Tu sais qu'un désalignement, je qualifierais ça d'un certain malaise, tu vois, dans la vie de tous les jours. On a l'impression qu'on n'est pas à sa place, que ce qu'on fait, c'est un peu sous la contrainte et qu'on a un petit peu du mal à trouver du sens à tous ces actes, en fait. Ouais, bien sûr. Je comprends. Alors, toutes les expériences que j'ai eues et les travaux que j'ai menés jusqu'ici m'ont permis de donner beaucoup de sens à mon existence, puisqu'aujourd'hui, j'essaie de faire des documentaires qui, du moins, je fais de mon mieux pour que ça puisse aider les gens qui regardent ces documentaires. Ça résonne chez beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages très positifs et je les remercie fortement. Il y a beaucoup de messages aussi. J'ai pas eu le temps d'y répondre et je vous prie de me pardonner ceux qui m'ont envoyé des messages sans réponse de ma part. Mais il y en a eu beaucoup et parfois ces messages sont enfouis sous d'autres. Mais oui, ce que je fais pour résumer, ça donne un sens à mon existence. J'essaie d'aider les gens à travers mes documentaires, que ce soit sur la bouffe, la santé mentale et d'autres arrivent. Et c'est un métier créatif. J'ai toujours voulu faire un métier créatif, donc j'ai une chance inouïe de pouvoir accomplir ça aujourd'hui. Tout ce qui est la vidéo, ça inclut tous les arts, hein. Bien sûr. La composition d'images, la musique, le montage, il y a plein de choses, l'écriture. Et donc voilà, moi je suis très épanoui aujourd'hui, je suis très content, j'ai beaucoup de chance. Mais par le passé, je faisais des travaux, je faisais des métiers qui avaient moins de sens. Il y a beaucoup de métiers absurdes, hein. Par exemple, si ton métier c'est d'être commercial et de faire de la prospection téléphonique et t'appelles des gens à longueur de journée, 95% du temps, c'est soit être accrochonné, soit ils disent laissez-moi tranquille. Ouais. Comment tu peux aller au travail en étant heureux et comment tu peux trouver un sens à tout ça, surtout si tu vends une solution absurde. Je sais pas moi, ça peut être un outil pour aider les supermarchés à vendre plus de malbouffe. De malbouffe, tu vois. Ouais, enfin, tu m'as compris, je m'étale un peu, tu vois l'idée, quoi. Ouais, donc, ok, aujourd'hui, l'alignement est là. Ouais, aujourd'hui, l'alignement est là, donc je suis très heureux et j'ai la chance de mener un métier similaire au tien, bien que je fasse pas des interviews comme tu le fais, mais c'est hyper intéressant de pouvoir s'enrichir des métiers, des expériences des autres comme tu le fais toi. Donc, tu as une grande chance aussi de ce côté-là. Et merci de m'avoir invité d'ailleurs. Avec grand plaisir. Tout le plaisir est pour moi, vraiment, hein. C'est toujours des discussions intéressantes, cool. Surtout avec toi. Ah bah merci. Je fais de mon mieux. Pour revenir à l'alimentation anti-inflammatoire, est-ce qu'il y a des idées reçues encore dessus? Est-ce que c'est perçu comme quelque chose de parfois négatif? Est-ce que tu entends parfois des mythes sur l'alimentation inflammatoire qui te font un peu lever de ta chaise? Ouais, alors faut faire attention parce que certaines personnes vont te dire que un complément anti-inflammatoire suffit. Ah oui, c'est vrai ça. Par exemple, ils vont te dire ouais, je prends des compléments au curcuma. Et c'est bon. Hein. Le truc, c'est que si tu prends des compléments au curcuma et que tu bouffes que des pâtes carbo à côté, non, en fait, il faut que tu changes tout ton style de vie et le complément, par définition, c'est un complément. C'est bien complété. Ouais. Il peut avoir une utilité super, mais on parlait d'un bon rythme de vie sain, d'un bon style de vie sain. Des autres choses, c'est que certains vont me dire ok, moi j'arrête le gluten et je supprime juste le gluten et tout va aller mieux. C'est une grande histoire, le gluten, c'est le coupable par excellence. Il faut faire attention aux tendances de mon point de vue, parce qu'à part si tu as la maladie de cœliaque où tu tolères très mal le gluten, ça te fait vomir ou ça fait souffrir ton intestin, on va dire. Autrement, la plupart des gens ne sont pas allergiques au gluten, ils y sont peut-être intolérants, mais le gluten a quand même des vertus, et le consommer de temps à autre, c'est bien. Moi, je mange un peu de gluten, je vais peut-être manger un peu de pain de petit épeautre chaque semaine, ou un peu de pain de seigle. J'essaie toujours de prendre des pains faits au levain, avec une bonne farine qui contient soit peu de gluten, comme la farine de seigle, soit une farine qui n'a pas été trop travaillée, contrairement à la farine de blé, comme la farine de petit épeautre. Donc ça se digère beaucoup mieux. Mais le gluten a quand même des vertus. Juste, on n'est pas obligé de le consommer trop souvent parce qu'aujourd'hui, il est consommé en abondance et comme il est souvent très travaillé et transformé, il est mauvais. Ouais, ça veut dire que si tu manges du pain au petit-déj, des pâtes à midi et puis un autre truc au gluten le soir. Ouais, donc supprimer le gluten, ça peut mener à des carences
Et si tu le supprimes complètement, et c'est pas nécessairement la cause de ton problème. Si tu supprimes le gluten mais que tu bouffes que des yaourts et des fromages blancs et que tu es intolérant au lait de vache, c'est un peu con. C'est aussi un C'est un autre peu bête, pardon. c'est aussi un autre coupable, hein, les produits laitiers. Les produits laitiers, Mais est-ce que est-ce qu'il est coupable à juste titre ou c'est comme le gluten, c'est un peu plus compliqué que ça? je pense que c'est un peu plus compliqué. Dans mon cas particulier, je suis très intolérant au lait de vache. Ok. Je tolère très bien le lait de bufflone, par exemple. Je mange de la Mhm. La mozzarella, mozzarella, ouais. voilà. C'est très bon. Et Ça veut dire que tu es intolérant au lactose ou au lait de Euh, vache? Il y a euh, une différence entre les deux d'ailleurs? je pense qu'on peut peut-être différencier parce que tu as le lait de brebis, par exemple. Mhm. Je pense que le lait de brebis, ça peut être considéré comme du lactose, Mhm. mais c'est pas du lait de vache. Je suis moins tolérant au lait de brebis qu'au lait de vache, par exemple. Ok. Du moins, c'est ce que m'ont dit les Ouais, les tests. tests. Et tu as du lait de bufflone, par exemple. Je prends du camembert au lait de buffle, Mhm. des bufflones, ou je prends de la mozzarella. Ça se mange très bien, jamais de problème. Et d'ailleurs, le médecin que j'étais allé voir me disait l'immense majorité, si ce n'est la totalité des gens qui passent me voir et qui font le test, tolèrent très bien le lait de buffle, Ok. les bufflones. Ouais. Donc voilà, l'explication je l'ai pas, mais en tout cas je constate. Et j'ai pas de problème j'ai pas d'eczéma quand j'en mange. Ok. Donc je réponds. Et oui, pardon, juste pour finir, parce que je pense que ça peut être utile pour certaines personnes. Suivant les populations dans les pays, il y a un pourcentage qui est plus ou moins élevé de personnes intolérantes au lait. Il faut savoir qu'en France, on est entre 30 et 40%. En Italie et au Japon, on est vers 70%. Donc si on considère que ces personnes sont intolérantes au lactose, on peut en conclure qu'il y a des tendances dans certains pays où les gens feraient bien dans leur mode de vie d'éliminer le lait. Mhm. Il s'avère qu'au Japon, ils boivent très peu de lait. Est-ce que c'est lié? Probablement. Et en Italie aussi, peu. En France, le lait est très présent, mais la quasi-moitié des Français sont intolérants au lait. Merci le lobbying des produits laitiers. Donc il y a un gros lobbying et je pense qu'on est tous différents, mais ça vaut le coup de vérifier, sinon on tolère vraiment bien ça. Mhm. Ouais, Parce intéressant. que plein de gens consomment tous les jours dans les céréales, dans les yaourts. Ah ouais, complètement. D'autres Toi idées reçues à part ça? À part le coupable du gluten et D'autres du idées lactose? reçues. Ouais, alors là, en ce qui concerne l'inflammation n'est pas toujours mauvaise. Par exemple, tu peux avoir l'inflammation aiguë si tu te coupes avec un couteau pendant que tu cuisines, que tu coupes des tomates. L'inflammation va permettre De cicatriser. protéger et enclencher du coup Ouais. la cicatrisation. En revanche, tu as l'inflammation chronique et silencieuse qui elle est à l'origine de maladies chroniques comme j'ai pu avoir et qui lorsqu'elle est récurrente, Peut poser des problèmes graves. poser des problèmes. Mais il faut faire attention parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une maladie visible comme moi. Parce que moi, je peux savoir quand je fais quelque chose qui est bien ou mal. Mais Pour d'autres, c'est silencieux et invisible. certains ne le savent pas. Ouais. Et attention à pas banaliser sa situation, du coup, son état. Ouais, bien Si sûr. on se sent pas bien, c'est pas parce que ça fait 15 ans qu'on se sent pas bien que c'est normal. Ouais. Est-ce que tu prends des... Enfin, ça me fait penser que tu as mentionné le complément au curcuma. Tu prends des compléments alimentaires au-delà de ça? Aujourd'hui, comme j'ai une très bonne alimentation, je prends pas de compléments et je me sens bien. Mhm. En revanche, il y a des compléments qui ont une certaine utilité. Mais par exemple, la vitamine D, ça peut avoir une utilité. Mais il faut faire attention aux compléments et bien se renseigner. Je recommande un site d'ailleurs que je trouve très intéressant, qui est en anglais, qui s'appelle examine.com, qui est un site indépendant et qui te permet d'identifier les compléments qui ont vraiment une utilité et ceux qui sont plus polémiques. J'aimais beaucoup ce site. Ah, tu connais? Ouais, je Ah connais ouais. bien, mais je l'aime un peu moins depuis qu'ils ont sorti un abonnement payant pour voir tous les résultats Ah, des études c'est un scientifiques. petit peu relou ça, mais Bon, après, j'imagine que ça fait partie du jeu, mais à ouais. l'époque, Examine, tu pouvais taper quelque chose, n'importe quoi, zinc, magnésium, Ouais. et tu voyais toute la liste des études Ouais. scientifiques avec toutes les références et leur pertinence. Ouais. Ça, c'était génial. C'est- Maintenant, tu as accès aux 2 premières. Ouais. Pour les autres, faut payer là. J'ai fait la même expérience que toi, pardon, et c'est frustrant. Ouais. Mais le site en soi, il est pertinent, mais c'est un peu dommage, même si toute activité doit être lucrative, sinon on mange pas le soir. Ouais. Mais c'est vrai que pour le grand public, ça aurait été bien que ce soit accessible. Mais voilà, il y a des compléments qui sont utiles pour mieux dormir. Il y a des compléments qui sont utiles pour la vitamine D, par exemple, pour avoir ce qu'on n'a pas l'hiver.
Donc voilà, à soi de choisir les bons compléments. En ce qui concerne le curcuma, par exemple, on peut l'avoir sous forme de complément, mais par exemple, on peut aussi l'acheter en supermarché, le consommer avec du poivre pour qu'il soit bien bioabsorbé. Et le curcuma a des vertus anti-inflammatoires, donc c'est une bonne chose en complément. Le gingembre aussi, non? Le gingembre, Ou je fais erreur? il a beaucoup de mémoire. Il est excellent parce que il a des vertus anti-cancer. Il est, je crois, riche en antioxydants. En ce qui concerne le fait qu'il soit anti-inflammatoire, je crois qu'il est anti-inflammatoire parce qu'il me semble qu'il est inclus dans la liste. Moi, j'en prends régulièrement et je le recommande dans plein de mes recettes. Mais, mais, euh, mais ça reste à vérifier. Mais Ouais, bien sûr. de mémoire, oui, il est. Et dans le protocole, il y a des oignons, de l'ail et des champignons? Ou non, ils y figurent pas? Si dans mon protocole, il y a échalote, ail, oignon, qui ont plein de vertus. C'est très très sain comme aliment. Donc, Et c'est bon. ouais. Et je recommande, tu commences, petite recette en 2-2, mais je recommande, tu prends une casserole, tu mets un filet d'huile d'olive, tu rajoutes ail, oignon, échalote, tu laisses cuire, tu rajoutes des patates, tu rajoutes un petit peu de légumes, par exemple des courgettes et des poireaux. Tu mets quelques épices, curcuma, gingembre, un peu de poivre, un peu de coriandre. Puis après, tu peux faire cuire un poisson au four ou rajouter des lentilles. Tu laisses ça 20 minutes. Tu rajoutes un peu d'eau à mi-hauteur. Tu laisses ça 20 minutes. Ça cuit, c'est prêt, c'est sain, c'est bon. Oh là là, il nous a fait un résumé. Là, c'est la fête, j'ai faim. Non, mais ouais, enfin, en tout cas, moi, j'en mange souvent et je trouve ça très bon. Ah bah, trop bien. Et mes proches aussi, donc c'est rassurant. Trop Et bien. je pense pas qu'il soit faillot. Non, non, je pense pas non plus. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de ta vie qui ont changé? Je parle au point de vue, par exemple, sommeil, hygiène perso. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé de ce point de vue-là? Au point de vue hygiène perso, je me lave principalement avec de l'huile lavante. Donc tu peux en trouver en pharmacie. C'est pas une question piège, hein, mais tu vois, Ah ouais. Non, mais je vois, mais certains dermatos, ils conseillent de ne pas se doucher tous les jours quand on a des maladies de la peau. oui, je Ou comprends. qu'on est propice à ça. Je comprends. En fait, il faut faire attention parce qu'en effet, l'eau en plus dans certaines villes comme Paris est très calcaire. À Lyon aussi, hein, je te rassure. À Lyon aussi. Du coup, si tu as des soucis de peau, tu vois, ça peut mener à plus de démangeaisons parce que ça va assécher la peau. D'ailleurs, j'hésite à acheter un filtre, Franchement, tu vois, pour ma douche. franchement, je te le recommande. Ah ouais? T'en as un, toi? Ouais. Ah. Ouais, c'est très très utile. Et Parce qu'il y a des périodes où je le sens, ça me démange de fou, Ah. et je sais que c'est à cause de ça. tu vas avoir une grosse diff. Franchement, enfin, une grosse diff, du moins indirectement. Oui. Indirectement, j'ai fait l'expérience du pommeau avec filtre. Très, ouais. Et l'eau est très douce, il y a pas de calcaire, ça sèche pas la peau. Que ce soit pour les cheveux, pour la peau, etc. C'est beaucoup mieux. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de problème, mais si des gens ont des soucis de peau, c'est largement recommandé. Et aussi se laver avec de l'huile lavante si on doit vraiment se savonner, plutôt que du savon qui peut tendre à sécher aussi la peau. De l'huile lavante plutôt que du savon. Ouais, de l'huile lavante, c'est très sain. T'as de l'huile lavante qui est faite justement pour hydrater aussi la peau, et c'est très bien. En tout cas, moi, j'utilise et je trouve ça très efficace. C'est recommandé par les dermatos, du moins certains dermatos. Tu mets pas de crème supplémentaire, tout ça? Ces temps-ci, je mets pas de crème supplémentaire. Après, je dis pas que les crèmes sont inutiles, mais dans mon cas actuel, je me satisfais de l'alimentation et du pommeau de douche. mais Il faut que je trouve une sponsor ouais, pour me douche. ouais. Enfin, non, je mets pas de crème du coup, mais peut-être que je le ferai prochainement. En tout cas, bien choisir sa crème, privilégier une marque qui a une bonne réputation avec des produits naturels si possible. Ouais, bien sûr. Voilà, pas s'orienter sur des trucs chimiques qui sont uniquement avancés par du marketing bullshit. Ouais. Oh. Et sur le sommeil, tu as vu des différences aussi? Est-ce que tu dors mieux aujourd'hui à comparer de quand tu avais des plaques d'eczéma? Ouais, quand j'ai toujours relativement bien dormi et fait des bonnes nuits de sommeil. Quand j'avais de l'eczéma, en revanche, c'était difficile parce que j'avais des démangeaisons. Ouais. Et donc, d'une part, en fait, comme les plaques étaient purulentes, quand tu dors comme ça sur tes draps, à même la peau, ça tâche partout. Ouais. Donc, c'est la galère. Et en plus, ça te démange dans les pics de démangeaison. Je devenais dingue. Hein. Ouais, j'imagine. Parce que tu deviens fou, tu peux te concentrer sur rien, tu veux que te gratter, tu essaies de pas te gratter, mais bon, c'est compliqué.
Et quand tu commences à te gratter, tu t'arrêtes plus. Donc le sommeil, ça va, ça n'a jamais été vraiment un problème. Et je te prie de me pardonner, mais Je t'en prie. ouais, du coup, le sommeil, aujourd'hui, je dors très bien. Par le passé, je dormais bien. Et lorsque j'avais de l'eczéma, c'était compliqué, mais la méditation m'a beaucoup aidé à mieux dormir. Parce qu'elle m'a permis de faire abstraction des démangeaisons beaucoup plus, même si je sentais la douleur, je pouvais beaucoup plus m'en détacher. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et en ce qui concerne le sommeil, il y a pas mal de techniques qui peuvent être utiles, notamment quand on est dans un appart, par exemple à Paris ou à Lyon ou dans d'autres villes. Parfois, il est difficile d'avoir une bonne lumière. Donc c'est important, dès qu'on se lève, de s'exposer à la lumière pour activer ses rythmes circadiens, ce qui permet d'enclencher notre horloge biologique. Et d'avoir plus de facilité à s'endormir le soir. Exactement. Mm. Et c'est ça le but, c'est vraiment de mieux s'endormir le soir. Donc j'invite les gens à le faire s'ils ont peu de luminosité. Aller dehors direct. Après, il y a le café. Il faut faire attention au café parce que le café a une longue demi-vie de plus de 6 heures. Donc, si on se retrouve à prendre du café vers 17 heures, à 23 heures, on va se coucher, mais il y a encore de la caféine en nous. Et donc, on finit par galérer à dormir. On se lève le matin, on reprend du café parce qu'en fait, on a bu du café la veille. C'est un peu con. C'est un peu paradoxal. Donc, faire attention à bien consommer son café jusqu'à midi, si possible, et s'arrêter ensuite. Et attendre peut-être, je crois qu'il est préférable d'attendre 90 minutes avant de boire son premier café. Pour des raisons que tu peux peut-être m'expliquer, mais je les ai plus exactement en tête. Absolument. Non, je l'ai plus en tête non plus. Bon, je vous laisserai regarder. Attends. C'est à cause de Non, c'est pas du cortisol. C'est quelque chose d'autre. Je retrouverai peut-être. Ouais, je veux pas dire de bêtises, donc je checkerai plus tard. Mais oui, il est préférable de ne pas boire le café tout de suite. Donc voilà, je crois que j'ai dit 2-3 choses qui peuvent être utiles. Ouais, c'est de très très bonnes recommandations. Ouais. Mais en restant sur les recommandations, qu'est-ce que tu recommanderais justement à une personne qui serait intéressée par ce protocole? Ouais. Par où commencer? Quelle est la première étape? Avant de se lancer tête baissée là-dedans et en essayant de jeter tout ce qu'il y a dans les placards et de remplacer toute son alimentation. Quelle est l'étape numéro 1? C'est une bonne question. En effet, c'est vrai que ça peut freiner beaucoup de personnes de se dire qu'on va changer complètement d'alimentation. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire non, mais moi jamais j'arrêterai le gluten, j'adore trop les gâteaux ou je ne sais quoi. En vrai, il y a plein de manières de continuer de bien manger, de se faire des bons desserts et de se faire davantage plaisir qu'avant. Parce que en cuisine, les possibilités sont infinies. Faut commencer par ce qu'on aime, on est tous différents. En tout cas, si on est vegan, je recommande pas de le faire parce que c'est trop limité. En revanche, si on est omnivore et qu'on mange du poisson et de la viande, c'est bien de commencer par là. Faire des plats simples, faciles, sans trop se casser la tête et rapides pour commencer sans considérer ça comme une grande difficulté. Ouais. Donc des plats rapides, ça peut être de la cuisson vapeur. Moi, en 15-20 minutes, j'ai cuit mon poisson avec mes petits légumes et mes patates. C'est très bon. Tu rajoutes un peu une petite sauce. Il y a de très bonnes sauces. Tu peux rajouter avec de la viande, un peu de sauce mayo, ou tu peux rajouter certaines vinaigrettes sur des salades d'avocats et de crevettes. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc voilà, il y a une recette par exemple que j'adore, c'est salade, avocat, betterave, radis, épinards. Tu peux rajouter des crevettes si tu veux, et tu peux rajouter de la mozzarella si tu le souhaites, même si c'est pas nécessaire. Tu rajoutes de l'huile d'olive, du curcuma, du poivre, du sel. C'est simple, tu l'as fait en 3 minutes. Et franchement, j'ai fait goûter à mes potes qui sont très burger et très pizza, et ils ont kiffé. Ah ouais, ça Donc a convaincu tout le monde. Faire plaisir. En fait, il faut bien assaisonner. Si tu assaisonnes avec une bonne sauce, Ouais. je suis un peu relou avec mes sauces, mais c'est la vie. Mais c'est la vie. Oui, c'est clair. Ça fait le goût. Super. Bref. Tu peux parler de ton prochain documentaire sur lequel tu travailles ou pas encore? Oui, je peux en parler. Alors, mon prochain documentaire, je suis en train de travailler dessus. Ça concernera du coup la santé mentale. Je vais parler d'une substance qui est soumise à beaucoup de recherches scientifiques actuellement en Suisse, en France et aux États-Unis. Bien que avec la présidentielle actuelle, je ne sais pas si les recherches ont été freinées ou pas. Et c'est une substance qui présente beaucoup de bénéfices pour notre santé mentale. Elle semble présenter beaucoup de potentiel par la recherche qui est menée, notamment à l'hôpital Sainte-Anne à Paris.
Et j'en dirai plus du coup dans les prochains mois. J'ai pas mal de sujets à traiter, donc ça va pas sortir tout de suite, donc je préfère rester un peu mystérieux. C'est très bien. Et voilà. C'est très bien. On ira s'abonner à ta chaîne de toute façon pour ne pas rater la sortie Cool. du documentaire. Et bien sûr, on laissera tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode-là. Ah, merci. Et on attend vraiment que tout le monde commente avec son expérience par rapport à tout ça et peut-être les petites histoires et les anecdotes qu'il pourrait nous partager. Ouais. Ça serait intéressant de lire ça. Bah évidemment, si chacun a des informations à apporter en commentaire ou des arguments, des contre-arguments à me donner, je suis toujours preneur. Mon but, c'est vraiment d'aider les gens et de me remettre en question. Si j'ai tort, faut que je progresse, quoi. Donc, n'hésitez pas à me contredire. Beaucoup de maturité de la part de Mathéo. C'est gentil, je sais pas, mais j'essaie. Beaucoup de maturité. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Ah bah merci. Merci pour tout. C'est et normal. toujours un plaisir de parler de ces sujets de bouffe. Bah ouais, carrément. Moi aussi, ça m'a beaucoup intéressé. Et promis, cette fois-ci, le test, je vais le faire. Ah cool. Bah tu me diras. Et ouais, je te dirai ce qu'il en retourne parce que moi aussi, ça vraiment, personnellement, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Bah un grand merci à toi. Bravo en tout cas pour tout ce que tu fais avec le podcast actuellement. Et à très bientôt peut-être. Hein. Ça va, ma mission est pas trop difficile. Parler avec des gens intéressants. Bah je t'envie beaucoup, mais mais profites-en. Ouais, ça fait plaisir. Merci Mathéo. Merci à toi. Ciao. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Mathéo. Mathéo, il a une histoire passionnante, une expérience passionnante. Mais il y a d'autres histoires intéressantes sur la chaîne, là on discute. Je vous mets un autre épisode juste ici. Vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. Donc continuez votre visionnage.